Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se plonge dans les rouages d'une entité assez mystérieuse, le CCPLC. Le collectif citoyen pour la participation libre et consciente. Rien que le nom, c'est déjà tout un programme. Exactement. On a mis la main sur leurs documents fondateurs, conventions, chartes internes, et on a bien sûr leur site web public. La mission qu'on s'est donnée, c'est de comprendre ce qui se cache derrière cette façade, qui ressemble un peu à une start-up de la tech. Et la question, c'est est-ce que c'est juste du marketing bien léché, ou est-ce qu'on est face à une nouvelle forme d'organisation citoyenne? C'est ça. Et je pense qu'il faut commencer par la vitrine justement parce que le contraste est saisissant. Ah oui, la première impression est déroutante. On a presque l'impression d'un jeu de piste. C'est exactement ça. On arrive sur leur site ccplc.eu et on se croirait chez un collectif d'art numérique ou une boîte de la tech. C'est hyper minimaliste, un peu cryptique, Avec des slogans comme «Solution indépendante». et une signature, l'équipe avec un petit emoji de satellite. Mais là où ça devient vraiment, vraiment étrange, c'est dans leur section offre. Ah, la fameuse tarification. Oui, c'est assez unique. Franchement, à première vue, on se dit que c'est du grand n'importe quoi. On a un module découverte à, attention, 12 centimes et demi, 0,125 euros. Mhm. Et juste à côté, un audit express à 1250 euros. Et ça peut monter jusqu'à un audit organisationnel global à 125 000 euros. Le message n'est pas clair. C'est une blague? Bah non, ce n'est pas une blague. En fait, c'est un filtre. Et un filtre très efficace. Cette tarification qu'on pourrait qualifier de gamifiée, elle n'est pas faite pour vendre. Elle est faite pour sélectionner. Sélectionner qui? Il ne s'adresse pas au grand public. Il vise une niche très spécifique. Il parle d'institutions ouvertes, de cellules de veille, de labos improbables. En fait, il cherche des gens qui vont comprendre l'ironie, qui vont voir au-delà du prix pour saisir l'intention. C'est une porte d'entrée qui teste ton état d'esprit. Donc, si on ne comprend pas le clin d'œil, on n'est pas le bon public. C'est un peu arrogant, non? On peut le voir comme ça, ou alors on peut y voir une forme de cohérence radicale. Leur philosophie, ils la citent sur leur site. On ne comprend pas les systèmes complexes en lisant des notices. Il faut les manipuler, les explorer, parfois les casser. D'accord, donc leur site web est la première mise en pratique de ce principe. Exactement. Ils ne donnent pas une notice, ils donnent une énigme. Ils forcent à interagir avec l'idée même du collectif dès la page d'accueil. Ok, donc la vitrine est intrigante. C'est un jeu de piste. Mais est-ce que la structure derrière est aussi différente? Allons voir dans les documents fondateurs. Et là, on tombe tout de suite sur un truc assez fou. Leur statut juridique. Ah oui, Association internationale de faits. voilà. Ça veut dire quoi concrètement? Concrètement, ça veut dire qu'ils n'existent pas, en tout cas pas légalement, en tant que personne morale. Pas d'enregistrement, pas de siège social physique, pas de numéro d'entreprise. C'est une organisation qui n'existe que par l'accord de ses membres. Juridiquement, c'est une sorte de fantôme. Mais attendez, ça me paraît hyper risqué. Comment on fait pour louer un serveur, signer un contrat, ne serait-ce que pour se défendre en justice si on est attaqué? C'est une excellente question, et c'est tout le paradoxe de ce modèle. C'est à la fois leur plus grande force et leur plus grande faiblesse. La force, c'est l'agilité, l'indépendance totale. Ils sont insaisissables. Et la faiblesse, c'est cette précarité que je décris. Précisément, une précarité structurelle immense. Tout repose sur des individus, sur la confiance. C'est un flux juridique permanent, et c'est un choix complètement délibéré. Un choix qui est sans doute lié à leur mission. La Convention dit qu'ils veulent promouvoir la participation citoyenne et développer la veille citoyenne par des méthodes légales. Ils citent l'OSINT, l'Open Source Intelligence. Oui, l'art de collecter et d'analyser de l'information à partir de sources ouvertes, accessibles à tous. D'accord. Et pour mener cette mission de veilleur citoyen, souvent sur des sujets sensibles, cette indépendance radicale, ce statut un peu hors système, c'est vu comme une nécessité. C'est soutenu par leurs 7 valeurs clés: ouverture, inclusion, éthique, neutralité. Et on va voir que ces mots ne sont pas juste de la décoration. Non, loin de là. C'est le véritable système d'exploitation de toute l'organisation. Alors justement, allons-y, parce qu'avec une philosophie aussi élevée et un statut juridique aussi fantomatique, comment on évite le chaos? Comment est-ce qu'ils prennent des décisions? Et c'est là qu'on ouvre la charte de fonctionnement interne, et
c'est une autre surprise. Le niveau de détail est assez impressionnant, n'est-ce pas? Je suis perplexe. Il parle d'horizontalité, de consensus, d'organisation décentralisée. Et juste après, ils nous sortent un règlement de vote, mais digne d'une assemblée parlementaire. Ah, vous parlez des majorités. Oui, majorité simple à 50%, plus 1 pour le courant, qualifié aux 2 tiers pour l'important et même renforcé aux 3 quarts pour toucher au statut. Ça ne vous semble pas être une énorme contradiction? À première vue, si. Mais si on creuse un peu, ce n'est pas une contradiction, c'est une protection. C'est une leçon tirée, je pense, des échecs de beaucoup de mouvements horizontaux. Sans règles claires, ce n'est pas l'égalité qui s'installe, c'est ce que la sociologue Jo Freeman appelait la tyrannie de la structure informelle. C'est-à-dire? C'est-à-dire que des hiérarchies invisibles, basées sur le charisme ou l'ancienneté, finissent toujours par émerger. En formalisant à ce point les règles en cas de désaccord, le CCPLC ne tue pas l'horizontalité, il la protège, il la rend transparente. C'est une manière de rendre l'utopie fonctionnelle en quelque sorte. Et cette logique s'applique aussi à leurs outils, j'ai l'impression. La liste est très précise. Signal, Jitsi, Xcloud, Mastodon. Que de l'open source et du logiciel libre. Le point commun est évident. C'est de la cohérence idéologique pure. Pour un collectif qui prône l'indépendance, utiliser des outils des GAFAM qui fonctionnent sur la surveillance, ce serait une trahison de leurs propres valeurs. L'outil n'est jamais neutre. Leur choix technique est un acte politique. Et ça va avec une culture de la sécurité. Je dirais presque obsessionnelle. La charte impose des mots de passe forts, l'authentification à 2 facteurs, elle recommande même le chiffrement des disques ou l'usage de Tor. Est-ce que ce n'est pas un peu excessif, Pas du tout. Si on regarde leur domaine d'activité, l'OSINT, sur des sujets sensibles, peut vous attirer des ennemis, c'est une évidence. La protection de leurs données et de leurs sources n'est pas une option. C'est une condition de survie et de crédibilité. Le fait de formaliser ça montre un professionnalisme qui les distingue de simples amateurs. D'accord, on a la structure, les outils, la sécurité. Venons-en au cœur du réacteur, leur méthodologie d'enquête. Comment est-ce qu'ils s'assurent que ce moteur OSINT ne déraille pas? Là encore, par des règles très strictes. Le cadre est posé, légalité, rigueur, éthique. Mais le plus important, c'est la liste de leurs interdictions absolues. C'est leur code de déontologie. Et qu'est-ce qu'il y a dedans? Ils s'interdisent formellement le hacking, la collecte de données personnelles sans base légale, la manipulation et surtout le doxing, c'est-à-dire la divulgation d'informations privées pour nuire à quelqu'un. Exactement. Et heureusement, on imagine le chaos si chaque collectif citoyen se mettait à jouer les justiciers du net. Cette discipline, c'est ce qui fait la différence entre un groupe de veille citoyen et un groupe de activistes. Absolument. Cette ligne roule, c'est ce qui garantit leur crédibilité. C'est leur engagement à rester du côté de l'analyse, pas de l'attaque. Et cette approche nuancée se retrouve aussi dans leur position sur l'intelligence artificielle. Ah oui, j'ai trouvé ça fascinant. Ils ne la rejettent pas en bloc, ce qui serait facile. Mais ils l'encadrent de manière très stricte. L'IA est un assistant, jamais un auteur. L'humain doit tout vérifier, corriger, valider. Il reste l'unique responsable. C'est une approche d'une grande maturité. Ils reconnaissent la puissance de l'outil, mais ils sont hyper conscients de ses faiblesses. Les biais, les erreurs. Ils sont technolucides en quelque sorte. C'est le terme parfait. L'humain reste le pilote. Et ils imposent une transparence totale sur son utilisation. On a donc vu la façade, la constitution quasi inexistante et le mode d'emploi ultra détaillé. Mais qu'est-ce qui fait l'âme du projet AI? On la trouve dans leur charte des valeurs. Et ils commencent par quelque chose d'assez rare. Ils définissent ce qu'ils ne sont pas. Et cette clarification par la négative, c'est très puissant. En disant « nous ne sommes ni un parti politique, ni une entreprise, ni un service d'espionnage », ils dessinent des frontières très claires. Ils évitent les malentendus. Voilà, c'est une façon de dire « ne nous mettez pas dans une case que vous connaissez déjà, on est autre chose ». Et juste après, ils définissent ce qu'ils sont. Un collectif citoyen horizontal, une communauté d'apprentissage, un réseau de veille. Et chaque membre doit s'engager formellement à respecter ça. C'est plus qu'une simple adhésion, c'est un contrat moral. Un contrat moral et opérationnel. Et ça se reflète même dans le financement. Pas de cotisation obligatoire, tout repose sur des dons volontaires. Et, point crucial, ils se réservent le droit de refuser tout don qui pourrait compromettre leur indépendance. Et ça boucle la boucle avec la page offre du site. Ces prix symboliques, ce n'est pas pour financer le collectif. Non, c'est pour tester l'interlocuteur. Le vrai financement vient d'ailleurs, de ceux qui soutiennent la démarche sans rien attendre en retour. Précisément.
L'indépendance éditoriale passe par l'indépendance financière. En refusant l'argent qui conditionne, ils ne sont redevables à personne, sauf à leurs propres principes. Alors, si on essaie de faire une synthèse de tout ça, le CCPLC, c'est une créature hybride, en fait. Il a l'esthétique d'une start-up, mais l'âme d'une coopérative militante, C'est une organisation sans existence légale. mais qui est paradoxalement gouvernée par un ensemble de règles internes d'une précision quasi bureaucratique. C'est une excellente synthèse. Je crois que le CCPLC est fondamentalement une expérience, une tentative de créer un prototype d'organisation citoyenne pour notre siècle, nativement numérique, transnationale, agile et hyper consciente des enjeux éthiques. Et ce formalisme interne, qui peut sembler lourd, c'est en réalité le code source de leur système d'exploitation sociale. C'est ce qui est censé rendre leur utopie fonctionnelle et surtout durable. Ce qui nous amène à une dernière réflexion, peut-être. Ce modèle de gouvernance décentralisée repose sur un formalisme très poussé pour garantir l'équité. Mais on peut se demander si cette abondance de règles et de processus, qui est conçue pour éviter toute hiérarchie implicite, ne finit pas par créer une nouvelle forme de complexité, une nouvelle lourdeur. Est-ce que la structure, aussi bienveillante soit-elle, ne risque pas de devenir un jour un obstacle à l'agilité même qu'elle est censée préserver ?